est intéressant dans la cartographie, il y a un côté vraiment magique. Et ce côté magique, c'est que j'analyse un corpus, je vais faire apparaître un certain nombre de choses, et je vais voir tout d'un coup qu'il y a quelque chose auquel je ne m'attendais pas nécessairement, qui relie tous les objets que j'ai détectés entre eux. Et ça, c'est quelque chose que la carto apporte, et apporte de manière très visuelle et instantanée, sans que j'ai besoin d'aller faire des efforts de travail pour arriver à les détecter. Il y a deux facteurs, et je raisonne pour les PME, deux facteurs aujourd'hui importants qui font que la cartographie, qui est quelque chose qui existe depuis pas mal de temps, est en train de revenir sur le devant de la scène et vraiment va devenir un usage courant pour les PME. Le premier, c'est l'accessibilité des données. Donc on a aujourd'hui toute la matière pour pouvoir exploiter ces données. Et la deuxième, c'est la possibilité de faire des cartographies figées, c'est-à-dire de dire j'ai une cartographie qui va répondre à tel besoin et va être une réponse à telle question. Et donc on va pouvoir, sans avoir à manipuler véritablement le graphe, faire apparaître automatiquement un certain nombre de réponses à des questions courantes que toutes les PME vont avoir. Alors, un des enjeux, par exemple pour les PME, des enjeux de la cartographie, c'est par exemple de pouvoir optimiser ou maximiser ses chances de signer un contrat. Et pour ça, on a besoin de bien comprendre quelles sont les différentes interactions entre les acteurs qui vont permettre de finalement déterminer le meilleur chemin pour pouvoir signer ce contrat. Et donc, on va être sur ce qu'on appelle des réseaux d'influence. J'ai besoin de comprendre avec qui cette société travaille déjà, quelles sont les personnes qui sont impactantes ou impactées par le projet, quels sont les différents chemins que j'ai besoin d'utiliser pour ce faire. Et donc là, effectivement, la cartographie va me permettre de comprendre ça. Alors, on va utiliser pour le coup comme source des sources qui sont disponibles parce que je sais que telle société est déjà en lien avec telle société, etc. Ça, c'est des choses qu'on peut trouver sur le web, sur différents types de bases, mais aussi sa propre connaissance qu'on va injecter dedans parce qu'on a un CRM, on sait que telle personne et telle personne se connaissent, et donc on va pouvoir relier tout ça, et ça va permettre de visualiser finalement et d'optimiser sa stratégie pour essayer de gagner un compte. Aujourd'hui, pour les PME, il y a une double problématique, clairement. Il s'agit à la fois de rechercher l'information, donc les gens vont passer beaucoup de temps sur Google, sur différentes sources, à trouver ces différentes informations, et puis après, il faut les assembler. Ce qui là aussi est potentiellement un gros travail. La logique d'une plateforme de cartographie et de veille va permettre d'assembler, à la fois de collecter et d'assembler en même temps, donc ce qui constitue un gain de temps très important. Si on prend un exemple comme l'investigation économique, finalement j'ai un modèle de données qui va essentiellement réunir des personnes, des sociétés, parfois des brevets, parfois d'autres types d'objets, et avec différents types de liens qui connectent ces entreprises et ces personnes. Alors, on va trouver typiquement des liens qui relèvent du tissu économique et financier. Des personnes vont être membres d'un board, donc vont être liées à une société par un lien de board member. Il va y avoir des liens d'actionnariat, il va y avoir des liens de filiales, il va y avoir des liens de partenariat entre deux entreprises, etc. Et donc on va tisser ces différents liens entre les différents objets, et ce qui va nous donner ce tissu sur lequel on va pouvoir ensuite faire de l'analyse, soit de l'analyse visuelle, au sens investigation, je vais vouloir cliquer sur un lien, découvrir ce qu'il y a derrière, etc. Donc je suis dans un mode interactif avec la base de données, soit en lançant des calculs qui consistent par exemple, quand je veux faire une analyse de risque, qu'est-ce que je fais? Je pars d'une société, je vais vouloir extrapoler tous les liens qui les relient à d'autres nœuds, ça à plusieurs nœuds de distance, et je vais avoir finalement un nuage de données qui va me permettre d'identifier dans ce nuage des risques potentiels.
Un risque, c'est aussi ce qu'on est capable d'aller chercher, un risque qui est de prise de pollution, de travail d'enfant, ça peut être des risques RSE, des risques criminels, etc. Et là, effectivement, on va pouvoir regarder et analyser de manière assez visuelle toutes ces informations et le risque qui est associé à cette entreprise. Alors, quand on est sur cette analyse de la voix client, c'est une des choses qui se dit beaucoup, enfin c'est une des appellations, on est sur d'autres typologies de sources, qui sont beaucoup des médias sociaux, des blogs, des forums, là où en fait les gens vont s'exprimer sur une marque, sur un produit. Et ces informations sont parfois semi-structurées. Je pense à Twitter, on va pouvoir capter des personnes, on connaît qui sont les personnes ou le nombre de personnes qui les suivent, comment ils communiquent, on va pouvoir analyser ce qu'ils disent. Dans ce qu'ils disent, il y a de l'information qui est structurée, typiquement c'est des hashtags, je vais pouvoir reprendre les hashtags, voir comment les hashtags se relient les uns aux autres. Donc quand on parle de quelque chose, on va voir si on parle également d'une autre thématique, donc on arrive à relier toutes ces thématiques les unes aux autres, donc on est dans quelque chose de structuré ou semi-structuré, et puis on a véritablement l'analyse, par l'analyse du langage, de comprendre que Madame X trouve que le shampoing pique les yeux, etc. Et donc là, on va être dans vraiment de l'analyse de la phrase, dans l'analyse de ce qu'on appelle sémantique, syntaxique de la phrase, pour arriver à comprendre à la fois des liens, mais aussi des expressions directes d'opinion sur les différents objets qui nous concernent. Un autre usage qu'on voit apparaître très clairement dans les PME, c'est de pouvoir analyser là on parle plus marketing, on parle plus communication, comment se relient les différentes thématiques qui vous sont proches. Donc typiquement, c'est de comprendre que quand les gens, souvent on va sourcer sur des médias sociaux, sur différents types de choses comme ça, va permettre de comprendre quels sont les concepts qui sont reliés entre eux. Quand les gens parlent de shampoing, de quoi ils parlent d'autre. Quand ils parlent d'une marque, quels sont les autres thèmes qui sont associés. Et d'arriver à comprendre finalement qu'est-ce qui relie les opinions les unes aux autres. Et ça, ce sont des indicateurs qui sont extrêmement importants, extrêmement utiles pour arriver à savoir si, d'une part, finalement, les thèmes que la marque ou que la société véhicule sont bien reprises de la même façon par les personnes, est-ce que le message est passé en gros, et également de comprendre si l'univers concurrentiel, les concurrents eux aussi, quels sont leurs points forts, quels sont les points faibles, comment les gens associent tout ça entre eux. Et ça permet véritablement, là pour le coup, de construire une stratégie de communication et une stratégie de marketing qui s'appuie sur des données qui sont réelles, puisque c'est quelque chose qu'on va capter à la volée, sans poser de questions, à une communauté qu'on va être capable de capter. Par exemple, il y a des algorithmes mathématiques comme un algorithme de Louvain qui permet de parcourir des objets et d'être capable de ressortir automatiquement des communautés. Donc des communautés qui unissent en fait différents objets entre eux. Donc typiquement, si on analyse du Facebook ou du Twitter, on va être capable de regrouper dans des blocs différents types de personnes parce qu'elles ont des caractéristiques communes. Et puis au sein de ces blocs, on va être capable de dire voilà, on a une centralité avec ce qui correspond généralement à des influenceurs sur les sujets communs qui unissent ce bloc. On a aussi tout un tas de liens qui sont des liens indirects, qui sont des liens d'appartenance. Et donc un lien d'appartenance, ça veut dire que deux personnes aiment un même sujet ou s'attachent à une même marque, etc. C'est ce qui permet également de relier deux personnes entre elles, deux sociétés entre elles. Elles peuvent faire partie du même secteur, elles sont sur telle même gamme de produits, et finalement ça me donne une richesse d'informations extrêmement importante à exploiter. Alors le côté révélation, il se caractérise par deux cas un petit peu différents. Le premier cas, c'est lorsque j'interroge une base de données classique, je vais dire, ben voilà,
donne-moi la liste de toutes les personnes qui répondent à tel type de caractéristiques bien précises, donc ce qui correspondrait à une requête SQL assez massive, et finalement je vais ressortir une liste. Et dans le cadre du graphe, on va pouvoir ressortir en même temps que la liste tous les points d'attache des résultats de cette liste. Donc on va pouvoir visualiser finalement que je vais avoir des points communs dans les éléments de mon résultat. Ce qui parfois permet de découvrir des choses qu'on ignorait à la base et que le graphe va pouvoir révéler tout seul. Ça c'est un petit peu un premier cas d'usage. Il y a un deuxième cas d'usage lorsqu'on fait de la veille par exemple et qu'on dit finalement je vais réunir tout un tas d'informations qui parlent de tel sujet et tel sujet. Là je vais pouvoir extraire de cette information tout un tas d'éléments, des personnes qui sont citées, des thèmes qui sont abordés, etc. et les relier entre eux. Et donc là aussi, je vais pouvoir, sans avoir donné un sens véritablement, une direction à ma recherche, je vais pouvoir faire apparaître des choses. Et faire apparaître que tiens, je retrouve des personnes, je retrouve des thématiques qui ressortent, etc., dont je n'avais pas forcément idée, mais qui vont véritablement m'aider dans la veille, dans la compréhension de l'ensemble des informations que j'ai récoltées. Donc on a bien sur ces bases de graphes plusieurs étages, on a la visualisation, on a un modèle de données, qui correspond à véritablement l'ensemble des éléments qu'on va analyser et l'ensemble des liens qui unissent ces différents éléments entre eux. Et puis on a dessous cette base et enfin on va avoir pour alimenter tout ça différents types de sources. Alors les sources, c'est très large et c'est d'autant plus large aujourd'hui que beaucoup de ces informations sont accessibles. On va avoir ce qu'on appelle de l'open data, c'est-à-dire des données structurées qui sont disponibles gratuitement sur différents types de médias et notamment le web, donc on va pouvoir utiliser. On va avoir des sources payantes, donc c'est le cas par exemple quand on veut faire de l'analyse économique, on peut s'abonner à des différents providers de sources d'informations économiques et financières pour récupérer les liens capitalistiques, pour récupérer un certain nombre de chiffres, pour récupérer tout ça. Et puis on a après le monde du non structuré. Alors, le monde du non structuré, c'est la capacité de lire automatiquement par exemple des textes et d'être capable de, par l'analyse du langage, détecter que telle société a passé un accord avec telle société, que telle personne est impliquée dans tel type de choses, ou que ces deux personnes se connaissent probablement. Voilà, donc on a en fait l'ensemble de ces éléments qu'on va pouvoir utiliser. Après, c'est fonction de l'usage. Quand on est sur des usages qui sont extrêmement précis, je parle de la compliance par exemple, où on essaie de déterminer des risques pour une société d'être reliée à un groupement terroriste, à du blanchiment d'argent ou ce genre de choses-là. Il est clair qu'on a besoin d'une fiabilité à 100% du lien pour pouvoir l'intégrer en base. Si on analyse des médias comme Twitter, qu'on essaie de déterminer quelles sont les grandes tendances, là effectivement on n'a pas forcément besoin de coupe-feu et de validation humaine dans un processus comme ça, puisqu'on va travailler dans les grands nombres et ce qu'on veut faire ressortir c'est ces différentes tendances à partir de l'analyse de ces médias sociaux. Alors pour revenir sur les différents usages de la cartographie, il y a un monde dans lequel la cartographie s'utilise depuis longtemps, c'est le monde du renseignement. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de savoir quelles sont les relations entre les différentes personnes, entre les différents groupes. Là on est dans de la traque antiterroriste par exemple. Cet usage aujourd'hui est porté également dans le cadre de la compliance vers les banques et vers les corporates pour répondre à des besoins réglementaires qui sont de plus en plus forts et qui consistent dans sa thématique globale de lutter contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent. Et là, on a besoin véritablement de trouver si, à un certain nombre de nœuds de distance, la société, la contrepartie avec qui je vais travailler, se trouve en lien indirect avec quelque chose qui est interdit.
Donc ces interdits sont matérialisés par ce qu'on appelle des listes de sanctions qui sont publiées par différents organismes internationaux et souvent dans lesquels on va trouver des terroristes, on va trouver des sociétés qui font partie d'un programme d'embargo, ce genre de choses. Et là, effectivement, la cartographie dans sa structure est très importante puisque c'est elle qui va me permettre de dessiner les liens et donc les risques, les dépendances qu'on va avoir avec des choses sur lesquelles, avec lesquelles ou avec qui on n'a pas le droit de travailler. Pour ce qui concerne effectivement l'impact de cette réglementation, ce qu'on appelle la partie KYC, qui permet ou qui oblige aujourd'hui un certain nombre d'établissements à mettre en place ces procédures. Il y a des lois qui sont sorties, il y a une 4e directive européenne, il y a la loi Sapin 2, et tout ça fait qu'on n'est plus seulement dans le contexte des banques ou des gros établissements, mais toute société demain qui fait plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires ou qui a plus de 500 personnes va devoir avoir des procédures en place et de faire un dossier d'analyse pour chaque contrepartie avec qui elle doit travailler. Et ça, effectivement, il faut des outils, et des outils relativement puissants pour aller être capable de screener et de déterminer si on doit ou pas travailler avec ces contreparties.